Bonjour et bienvenue à tous dans cette nouvelle série que nous allons dédier à l'étude de la logique ou bien présentation de la logique pour débutants. La logique, il y a différentes sortes d'aborder le sujet et nous allons vu de mon expérience, on va procéder à la façon arabo-musulmane pour présenter la logique comme science et comme discipline. Je m'excuse auparavant des bruits que vous pouvez entendre en arrière-plan. C'est des enfants qui jouent dehors, c'est la chaleur, il fait plus frais maintenant. Et donc mes excuses. Avant de parler de la logique, il faut bien préciser une chose. C'est que la logique n'est pas simplement une science métrique de la pensée, si on peut dire ça, mais c'est carrément l'ensemble ou on va dire le système ou le mécanisme de la pensée humaine. Vous pouvez être d'accord ou pas, ça on verra peut-être plus tard. C'est par rapport à la définition de la logique, comment on définit la logique et son utilité, et etc. Ce qu'on va faire dans la deuxième introduction plus tard. Mais là, on va parler de façon générale. Donc, l'être humain, depuis qu'il est... Donc, la logique, elle est aussi vieille que l'être humain. Car la logique n'est pas simplement une matière rigide ou abstraite. Non, c'est quelque chose qui est non seulement utilisé par l'être humain d'aujourd'hui presque dans tous les jours, d'une façon, que ce soit d'une façon consciente ou d'une façon inconsciente. L'histoire de la logique remonte aussi jusqu'au début de la conscience humaine, depuis l'origine de l'être humain. Ça veut dire depuis le moment où l'être humain a pris conscience de soi, a pris conscience de sa capacité à raisonner, et qu'il pouvait déduire des choses et qu'il pouvait argumenter, etc. C'est depuis ce moment-là que commence l'histoire, non seulement de la logique, mais de l'être humain en général. Parce que c'est avec la connaissance, qui est un dérivé de la conscience, ou c'est un simple reflet linguistique, si vous voulez. Mais tant qu'il y a une connaissance, et l'être humain l'a toujours cherché, et il y avait tout le temps une logique, et il y avait tout le temps un raisonnement, et il y avait tout le temps des arguments, etc. C'est ce qu'on dit donc que la logique, fondement de
de la connaissance humaine, elle est plus qu'un outil, parce qu'elle est l'outil par lequel l'intellect organise les concepts, formule des jugements et constitue des raisonnements. C'est une pratique intuitive de l'infertion, l'infération, aussi ancienne que l'humanité. Ça veut dire que c'est de la nature de l'être humain d'être pensant. Il n'y a pas à dire je pense donc j'existe. Non, j'existe donc je pense. C'est pas le fait de penser qui fait de moi un existant. C'est parce que j'existe, je pense. Et c'est on va pas contredire Monsieur Descartes, on va pas se fâcher avec lui, mais c'est juste une. Donc sa formulation et sa progression, elle suit aussi l'évolution de l'histoire de l'être humain et de son intellect et de son intelligence. Tant qu'il y a des sages et des sachants, des penseurs dans cet univers humain, que ça soit dans l'extrême-orient ou dans l'extrême-ouest, il y a tout le temps quelqu'un qui a une pensée, qui a une argumentation, qu'il soit connu ou pas, philosophe ou pas, peu importe. L'important pour le moment, c'est à un moment donné, il y a eu des penseurs, des sages, des philosophes, des gens qui ont marqué ou bien leur époque, ou bien les âges après eux. Donc notre histoire, elle nous conduit jusqu'en Grèce, même s'il y avait déjà plusieurs sages auparavant, mais voilà. La logique comme science, elle est plutôt rattachée à la Grèce, rattachée à celui qui a écrit les premiers manifestes ou les premiers recueils qui sont le fondement, qui a déduit en fait, d'après ce qu'il a observé, il a déduit le mode de pensée de l'être humain, il a essayé de le synthétiser dans ses ouvrages, en parlant d'Aristote, né en 384 avant Jésus-Christ à peu près, et d'après son apprentissage, ce qu'il a appris de Platon et ce que Platon a appris de Socrate, les divers dialogues qu'ils ont eus, tous les trois avec les sophistes et les autres mouvements philosophiques qu'il y avait dans l'époque. Et tout cela a amené Aristote à penser à mettre en place quelque chose qui soit pas un modèle normatif, mais un modèle millimétrique, si on veut dire, un modèle de balance, où on peut voir la qualité et la quantité des propos que chacun et chacune exprime.
en jugeant et premièrement en parlant de la forme de ses propos, puis après à la matière de ses propos, ce qu'on verra plus tard. Donc l'histoire précise que Aristote est le premier, comme disent les Arabes musulmans, c'est le premier à avoir écrit cette science ou à avoir signé de sa main cette science qui s'appellera après la logique. Parce que pour lui, ce n'était qu'un outil permettant d'entrer dans la physique et la métaphysique, ce qui constituait à son époque la philosophie, avec la physique, la métaphysique et les mathématiques. Donc, il a essayé de faire ça, il a écrit les catégories, même si pour écrire les catégories, il avait une idée précise pourquoi il a commencé par les catégories. Peut-être qu'on abordera ça plus tard. On pourra le dire, en fait, il voulait simplement contredire son maître, Platon, parce que pour Platon, tout ce qui est existant, toute l'existence humaine n'est que le reflet d'une vérité au-delà de la compréhension humaine, une vérité en soi qui existe, et chaque chose dans cette réalité n'est que la pâle copie ou le négatif de cette réalité véridique. Mais Aristote lui dit non, en fait, les choses qu'on voit, qu'on ressent, c'est des choses vraies. Il n'y a pas besoin de chercher une autre vérité que celle qu'on a déjà devant nous. Donc il a écrit les catégories en essayant de déterminer qu'est-ce qui est la substance, qu'est-ce qui est le temps, l'espace, etc. Les deux catégoriques. Puis après, il a écrit l'interprétation, le premier analytique, le second analytique, et la réfutation sophiste et d'autres choses. Plus tard, les scolastiques des deux écoles, philosophiques, que ce soit aristotélicienne ou platonicien ou néo-platonicien, ont rajouté l'isagogée de Porphyre et la rhétorique, la poétique et d'autres livres. Donc tout ce travail qui est fait à Aristote a été transmis à ses élèves du lycée et aussi aux élèves de Platon, les élèves de l'académie, que ce soit des platoniciens ou des néo-platoniciens plus tard, ainsi que les stoïques qui ont jeté un regard dessus. Il y a eu des critiques, il y a eu des explications, des rajouts, etc. Tout ça a été transmis dans l'Occident, chez les philosophes, avant l'ère chrétienne, et puis dans les premiers ères, dans le second siècle après Jésus-Christ. Les deux écoles, ils ont perdu leur place et ils ont été
démantelé et pour X raisons, on n'a pas, je suis pas historien pour dire pourquoi, mais pour X raisons, ils ont été démantelés et ces sciences philosophiques et logiques, etc., ont été largement diffusées dans le reste du monde méditerranéen, si on peut dire, et chrétiens et même autres, même chez en général dans les peuples méditerranéens. Donc, c'est cette transmission, ce savoir, ces sciences, parce qu'il n'y avait pas que la logique, il y avait aussi les maths, l'astronomie, l'astrologie aussi, la médecine, tout ça était, toutes ces sciences étaient transmises. Et parmi les peuples qui ont transmis ces savoirs, il y avait les Syriens ou les Syriaques qui habitaient en Syrie maintenant, mais pas qu'en Syrie, la Jordanie, la Palestine, il y avait une grande communauté syriaque là-bas, et puis il y avait et puis d'autres chrétiens, catholiques ou orthodoxes, qui aussi souvent pratiquaient la médecine et enseignaient la philosophie en même temps. Et à la venue de l'islam, les Omeyyades qui gouvernaient la Syrie à cette époque étaient plus intéressés par les médecins, la médecine et la géométrie pour la géométrie parce qu'elle s'accompagne aussi avec l'architecture. Donc on va dire que les premières traductions des livres étaient en général plutôt scientifiques. Ça veut dire de la médecine ou des maths ou de la géométrie, etc. Et puis après, les Umayyads, ils ont traduit l'administration. Parce que toute l'administration musulmane, pendant à peu près un siècle, depuis le deuxième calife jusqu'à l'arrivée de Abd al-Malik ibn Marwan, un des califes omeyyades, toute l'administration, elle était soit, ça veut dire les écrits de l'administration, les registres, etc., écrits soit en latin, soit en syriaque, soit en grec, soit en perse. Ça dépend des endroits. Mais de toute façon, c'était écrit dans d'autres langages que la langue arabe. Donc là, une chose qu'il a fait, c'est arabiniser l'administration, que l'administration elle écrit le diwan soit écrit tout à fait en arabe. Après cela, après l'arabisation de l'administration, les Omeyyades, ils ont fait aussi quelque chose de très important à cette époque-là, c'était de la souveraineté monétaire. Ils ont créé leur propre monnaie et ça a bouleversé le monde à l'époque, mais ce n'est pas notre
Problème pour le moment. Mais l'histoire de la logique ne s'arrête pas là. L'histoire de la traduction s'arrête pas là. Les Umayyads, ils ont gouverné à peu près 100 ans. Et puis est venu le temps des Abbassides. Dès leur premier temps, avec Abu Ja'far Mansour, qui est le deuxième calife, qui était déjà un homme de science et un homme très avisé, même s'il était un peu cruel parfois, mais c'était quelqu'un de visionnaire. Et il essayait de s'entourer de tous les gens de savoir méritants, qu'ils soient musulmans ou pas, mais qu'ils soient connus dans leur domaine, qui maîtrisent leur domaine. Et c'est ainsi qu'il a ordonné les premières traductions des savoirs des autres peuples. Après sa mort, son fils Al-Ma'moun a repris ça et même en exigeant du roi de Byzance de lui envoyer tous les livres qu'il pouvait trouver concernant la philosophie, les maths, la médecine, toutes les sciences qu'il pouvait. Ce qui a été fait à l'époque. Les Abbassides, ils ont construit la maison de la sagesse, Beit al-Hikma, et dans lequel il y avait des traducteurs qui traduisaient tous les livres, que ce soit des livres de philosophie, de médecine, de mathématiques, d'astronomie, grec, latin, syriaque, copte pour certains, et d'autres livres de d'autres civilisations, même des livres indiens, certains, pas beaucoup, mais ce qui paraît. Et les traducteurs, ils étaient bien financés et bien rémunérés. On connaît certains de ces traducteurs, même l'un dont ces traductions étaient mises en avant, c'est Hunayn ibn Ishaq, qui c'était un syriaque chrétien qui a traduit beaucoup de livres de logique, surtout d'Aristote, avec les commentaires des Alexandriens. Ce qui veut dire qu'il n'y a pas seulement les livres d'Aristote qui ont été traduits, mais aussi les commentaires comme on a dit, des scholars qui sont venus après. Ce qui contredit certains dires comme quoi les musulmans, ils n'ont pris que une version partielle de la logique d'Aristote ou aristotélicien, etc. Mais c'est pas le moment pour en discuter. Donc, dans cette époque, l'époque de la traduction, on avait des grands traducteurs et on avait aussi des gens, des philosophes qui, les premiers philosophes musulmans, on a Al-Kindi, qu'on n'a pas beaucoup il n'y a pas beaucoup de livres qui nous ont parvenus. Il y a Al-Farabi aussi,
Lui, il est très très connu. Il est nommé le second maître, comme Aristote, il est nommé le premier maître. Al-Farabi, il est nommé le second maître. Et lui, il a fait ses traductions et il a commandé certaines traductions à certains de ses amis. Et il a fait des commentaires, il a fait des résumés, il a essayé de, euh, de faire rassembler les idées d'Aristote et de Platon dans un livre, mais en général, ça n'a pas marché parce que lui, il était plutôt platoniste, donc c'était un petit peu difficile. Non, bref, en grande partie, la, le, Al-Farabi est considéré comme un des grands euh, explicateurs et celui qui a fait beaucoup de livres sur la logique et la philosophie, et qui a fait sa transmission aussi. Il était aussi médecin, musicien, mais il avait un tempérament assez, on va dire, il se voyait quelqu'un hors que les autres, et ce qui a fait que il n'a pas eu beaucoup de disciples, tant qu'on sache. Et, euh, et sa philosophie n'a pas beaucoup marqué ceux qui ont suivi, même si il y a une autre raison à cela, c'est que il y a beaucoup de ces livres qui ont été perdus, mais en général, ces livres logiques, il y en a pas mal qui ont il y a plusieurs éditions récentes de ces livres logiques. Et mais bon, ça reste tout de même assez ambigu. Il y a aussi un second personnage euh, qui est très influent, qui a très influencé la logique arabo-musulmane, c'est Avicenne, Ibn Sina, Sheikh al-Rais. Avicenne, qui était médecin, mathématicien, astronomique, euh, il était comment dire, comme la majorité des gens de science de ces époques-là, ça veut dire qu'ils touchaient à tout. C'est des encyclopédies sur pattes, si on peut dire ça. Il touchait et sa pratique de la médecine, hors ses propres théories, sa pratique en elle-même, elle était pour lui une pratique dans un but d'éducation de soi-même, dans un but pas pour un but lucratif, non, mais plutôt pour un but spirituel et, pour un but plus noble que ça. Bref,
Ibn Sina, Cheikh al-Raïs, a très influencé la logique arabo-musulmane. Pourquoi? Parce que ses écrits, ils ont eu beaucoup de succès, plus que qu'Al-Farabi. Certains historiens, certains connaisseurs de la matière disent que il s'en est peut-être abreuvé des livres de Al-Farabi sans le citer. C'est c'est plus que probable, mais en connaissant plus ou moins la typologie du personnage, on peut dire que s'il avait pris quelque chose à quelqu'un, il aurait sûrement dit que ça venait pas de lui, que c'était l'avis de quelqu'un d'autre. Euh, mais ça c'est mon propre avis, ça on regarde que moi. Mais bref, Ibn Sina, lui aussi a fait les explications. Il a écrit beaucoup de livres concernant la logique. Certains même, on raconte une histoire. Il raconte une histoire que quelqu'un lui a demandé de lui écrire quelque chose sur la logique. Alors il lui a écrit comme ça sur une lettre en quelques pages. En lui en lui présentant la logique d'une manière détective. C'est une lettre connue beaucoup, elle est connue beaucoup chez les Perses en Risala al-Ala'iya. Euh, et elle est très connue chez les gens qui parlent le perse, les persans, c'est-à-dire les que ce soit les Iraniens, les, les Pakistanais, les Hindous, etc. Mais, mais à part ça, ces autres écrits, que ce soit l'Isharat, Mantiq al-Shifa, euh, ce sont des écrits très gourmands, très vastes, où il décrit, où il parle, il explique les paroles de d'Aristote, ainsi que des commentateurs qui ont commenté Aristote, les autres philosophes il citera des philosophes, d'autres philosophes de l'Antiquité, d'autres scolaires, etc. Il propose leurs idées, il fait les comparaisons, etc. Il fait des innovations. On va voir qu'est-ce qu'il a innové plus tard dans la matière d'enseignement de la logique. Et, et il a écrit en beaucoup de langues. Il a écrit en perse, en arabe, et ses écrits ont connu beaucoup de succès. Euh, euh, voilà. Et sur ses écrits, il y a eu beaucoup de commentaires, que ça soit euh, et Avicenne avait aussi une connaissance des débats théologiens chez les musulmans qui s'appellent des kalams. Donc il a entendu les critiques, il a répondu à ces critiques, et il a essayé de modaliser un petit peu la philosophie de son point de vue. Il s'est inventé une philosophie propre, euh, et il a engendré, on va dire, une nouvelle méthode d'enseignement de philosophie que les musulmans l'ont adopté, ils l'ont apprécié, parce
qu'elle a simplifié certaines choses ça a suscité beaucoup de critiques et beaucoup de débats. Donc avec Avicenne et les gens qui lui ressemblent, on arrive à la fin de la période de traduction, explication, commentaires et commentaires. Après cela, est venue l'époque des les islamistes, on peut les musulmans, ou les islamistes, comme les appelait Abul Hassan al-Ash'ari. C'est ça veut dire tous les mouvements théologiques ou tous les mouvements qui ont comme doctrine l'islam sans ambiguïté. Hein. C'est pas le même mot qui est utilisé aujourd'hui en décrivant les islamistes comme étant des sauvages ou etc. Non, le terme islamiste dans le vrai sens ou dans son vrai sens du vocabulaire, ça désigne tous les croyances qui en découlent de l'islam. Ça englobe les chiites, les mu'tazila, les asha'ira, les maturidiya, les le khawarij, tout ce qui est rentre dans le domaine du al-faraq, les partis, les mouvements, les écoles théologiques ou autres. On les appelle les islamistes. Et c'est Ibn Sina aussi, il les appelle comme ça. Avicenne aussi, il les appelle comme ça. Donc c'est pas un nouveau mot. L'islamiyun. Ou l'islami. Bref. Donc, sur ces livres, la majorité se sont rabattés sur lui, soit en expliquant, soit en exégeant, en critiquant, etc. Mais en refaisant un petit tour, donc la transmission qui a été faite aux Arabes, c'était premièrement les 6 livres d'Aristote, ainsi que les catégories de l'interprétation première et de seconde analytique, et le mot logos qui désignait soit l'école, soit la discipline, est venu avec la transmission. Et c'est de là que le terme al-mantiq a été appliqué en arabe, car logos ou logo qui signifie la parole, une de ses significations en arabe, c'est al-mantiqu, ça veut dire la parole, aussi, ou le kalima. Il y a le kalima ou la parole, mais la parole en signifiant qu'elle soit interne ou qu'elle soit externe. Et en rajoutant à ça, on a dit la rhétorique et la poétique et l'isagogée de Ferfir qui a été rajouté. Donc, il y a 10 livres au total qui ont été transmis
transmis avec les commentaires de ces livres-là. Donc, depuis la transmission jusqu'à Ibn Sina, il y a eu Ibn Sina, il a fait, dans ses livres, il a condensé, surtout dans ses derniers livres, Mantiq Shifa, ou Shifa, il a condensé tous les toute la logique, mais il a disposé d'une autre manière que la disposition de la transmission. Ça veut dire que il a dit en fait, si on commencer par les catégories, c'est une faute pédagogique parce que les catégories, ça relève de la métaphysique et ça a un rapport avec la philosophie, ça n'a rien à voir avec la logique. Donc, on la met à part. Et il a dit, qu'est-ce qu'on cherche dans la logique? On cherche deux choses. Soit on cherche un concept, à définir un concept, quelque chose, une chose, X, par exemple, on cherche à la définir. Soit on connaît, soit on ne connaît pas, et on cherche la définition de cette chose. Soit on est en train d'argumenter, on fait des arguments pour argumenter, pour arriver à un certain jugement, une certaine idée. Donc, il a divisé la logique en deux catégories. Les concepts, at-tasawurat, et les assentiments, ou bien les jugements, at-tasdiqat. Chacun de ces deux parties se divise aussi en deux, ce qu'on verra plus tard, mais en général c'est ainsi que ça marche. Cette structure était plus ludique, plus logique et plus facile pour les élèves et pour les débutants en logique. Donc, comme l'a dit Dr Ali Sami al-Nashar, les penseurs arabo-musulmans n'ont pas collé Aristote. Ils ont reçu, étudié et critiqué avec les commentaires des péripaticiens. Les péripaticiens qui sont les disciples d'Aristote, on les appelle ainsi parce que de la façon dont ils marchaient, en arabe on les appelle masha'in. Bref, donc ça revient à dire ce que nous avons dit, c'est que les logiciens musulmans, ils n'ont pas simplement pris la parole d'Aristote comme argent comptant, mais ils avaient aussi l'esprit critique, et cet esprit critique était la norme majoritaire de ces époques-là, de cette époque-là, jusqu'aux années 1920, à mon avis. Parce qu'on trouve on trouve des gens dans l'Orient, dans les deux rives de la Méditerranée, on trouve des gens qui ont tout le temps critiqué, rénové, etc. Fakhruddin al-Razi,
et qui est un grand savant acharite, un grand théologien acharite, qui a une très grande connaissance de la philosophie, de la logique, du kalam, et euh, il a expliqué, il a bien expliqué les livres de Ibn Sina, il l'a critiqué, que ce soit sur le côté philosophique ou bien sur le côté logique. Il a lui-même ses propres idées logiques euh, qu'on on va voir. Mais ça démontre aussi que il y avait tout le temps cet esprit euh, de rénovation, de chercher de l'excellence et de travailler sérieusement sur le sujet et essayer d'avoir un bon résultat. C'est pas c'est pas le fait d'être sunnite ou chiite. Par exemple, Ibn Sina, il est considéré comme chiite ismaélite. Razi, Fakhreddin Razi, c'est un sunnite acharite. Et nous avons aussi Nasruddin Toussi qui est un chiite imami. Euh, ces personnages, dans l'étude de la logique et ils sont tout le temps présents en fait. Donc les deux phases, sont achevées avec Ibn Sina, comme on a dit, et surtout avec son livre Shifa, sur lequel il y a eu Shifa, puis Isharat et les autres livres d'Ibn Sina. C'est ces livres-là euh, qui ont été repris, puis soit commentés, soit euh, résumés. Il y avait des commentaires dessus, par exemple Al-Razi quand il a commenté Shifa, il a aussi euh, il a critiqué plusieurs fois Ibn Sina sur plusieurs points logiques. Mais c'est sur ces livres-là, c'est sur la base de ce qu'a écrit Avicenne que ce- c'est le noyau central de la logique, on peut dire de la logique arabo-musulmane. Razi, Fakhreddin Razi, Ibn Sina et leur école, Nasruddin Toussi et les autres qu'on va citer plus tard. C'est une chose qui est tout à fait contraire à la version ou la vision de Averroès, de Ibn Rushd. Averroès n'aimait pas Avicenne. Il le, euh, il le détestait. Pourquoi? Parce que Averroès, Ibn Rushd, il, il idolâtrait, on pourrait dire, il idolâtrait Aristote. Il ne pouvait pas contredire Aristote. Il suivait ce que Aristote avait dit, mot par mot. Et il n'a pas vu qu'en fait les autres, c'était pas leur but de suivre Aristote. Ils disent oui, Aristote, il nous a montré le chemin. Oui, peut-être. Le chemin d'une science, d'une nouvelle science, de la logique, oui. Mais est-ce que tout ce qu'il a dit est, est parole d'évangile? Non. On a le droit de le contredire, on a le droit de penser par nous-mêmes. S'il y a d'autres façons
qui soit très qui amènerait les idées plus claires pour et à démontrer les idées plus clairement, on va l'apprendre, on va laisser ce qu'avait dit Avicenne ou ce qu'avait dit Aristote. Aristote. Mais pour Averroès, Ibn Rushd, non, non, il faut pas le saint Aristote a dit, il faut pas le contredire. Et c'est de là que est venue cette idée que les musulmans, ils se sont tellement collés à Aristote qu'ils ne peuvent pas s'en sortir. Et c'est faux. C'est archi faux. C'est une avis, et même, on va dire, c'est pour les gens qui étudient la logique arabo-musulmane, ils savent que on va trouver des citations, on va citer par exemple, il citerait Al-Razi par exemple, il citerait Avicenne, il citerait Ibn Rushd, il citerait Al-Farabi, il citerait As-Sawi, il citerait peut-être Al-Kindi, peut-être. Il citerait même comment il s'appelle Ibn Hazm al-Dahiri, peut-être. Il le citerait. Euh, mais Ibn Rushd, c'est rare, quasi rare qu'il le cite. Même si c'est bon, c'est un savant, c'est un philosophe, etc. Mais il n'a pas eu d'impact. Et c'est rare. Bon, il n'a pas eu beaucoup d'élèves. Ses élèves sont rarissimes. Et il n'a pas fait plus que euh, euh, ce qu'a fait Avicenne en fait, sauf que c'est un travail inachevé. Donc, tandis que Avicenne, il n'a pas simplement résumé les écrits d'Aristote, il a résumé, expliqué, commenté, réfuté, innové. La chose que Averroès, lui, il a pas fait. Il l'a pas fait. Ainsi que ses soi-disant élèves. Bon, bref. C'est pour ça qu'il n'a pas eu d'impact dans la science de la logique, dans la logique arabo-musulmane. On- Par contre, on trouve des noms, on trouve par exemple euh, des Sahrawardi, on trouve le Cheikh al-Maktoul, c'est Sahrawardi, et on trouve par exemple Baqir Damad, un chiite des, un chiite, bon, et on trouve d'autres, et mais on trouve pas les avis de Averroès. Pourquoi? Parce que ça les a pas trop marqués. Pourquoi? Parce qu'il est resté sur une chose que pour eux, ça a déjà été dépassé. Le simple fait de dire oui, Aristote, il a dit oui, et après, nous, on est passé à deux étapes après la parole d'Averroès, d'Aristote. Toi, t'es encore au début de la parole d'Aristote. Ah non, vous n'avez pas compris, oui, t'as raison, on n'a pas compris, on n'a pas compris, et toi t'as raison, ils l'ont laissé, et c'est ainsi. Et il y a une autre explication, et ça peut être aussi parce que entre le Maghreb et le Mashrek, entre et le- et l'Est, il y avait toujours euh, cette envie de compétition, cette logique de compétition, etc. Mais malgré ça, il y a beaucoup de logiciens de l'Ouest qui ont, même tardivement, par exemple Sanoussi euh, ou bien qui, par exemple,
qui ont fait des écrits, et ils n'ont même pas cité Ibn Rushd. Il n'a fait aucun, euh, n'a eu aucun intérêt. Par contre, son livre, un de ses livres qu'il a écrit euh, concernant la loi musulmane, le fiqh, ce livre-là, oui, euh, il a été bien rédigé, bien, il a bien été servi. Euh, il a été plus ou moins étudié, commenté, etc. Mais au-delà de ça, il n'a pas eu grand impact. Pour les Européens, il leur a fait découvrir Aristote, oui, peut-être, mais pour les musulmans, ou bien pour les arabo-musulmans, euh, c'est bon. Je reste là, je vais pas dire des choses bizarres. Bref, donc à partir de ce moment, il a commencé la seconde partie de la de la vie logique chez les arabo-musulmans. C'est la partie où on commence à approfondir l'approfondissement des acquis et l'examen des divergences et la pédagogie. Et, euh, et on commence à chercher, même à chercher la bête, si on peut dire ça. Et c'est là qu'est commencé la seconde partie de la vie logique chez les arabo-musulmans, avec des écrits plus sophistiqués, plus condensés que ceux de Avicenne ou de Razi ou de Tosi. On commence une autre étape. Et cette étape, une partie d'elle, elle est une étape qui est dédiée déjà pour la scolarisation, parce que plusieurs de ces écrits ont été écrits pour être étudiés. C'était des supports, des supports d'études pour les étudiants de différentes, dans différentes catégories dans l'apprentissage. Donc il y avait Tawali, qui était un écrit euh, il y avait euh, bref, il y avait beaucoup d'écrits et euh, des résumés, ce qu'on appelle les mutun, et les commentaires, sharh, et les hawashi, les clauses. On nomme de ces gens-là, on nomme par exemple le Katibi, Najmuddin al-Katibi, qui avait déjà écrit un grand livre, son nom est, qui en fait, qui a repris ce que Al-Khunaji il avait écrit, et il l'a résumé dans une lettre qui est très connue, qui est Risale al-Shamsiya, qui est une référence, qui est une étape supérieure dans l'étude de la logique arabo-musulmane. Risale al-Shamsiya de Najmuddin al-Katibi, c'est une étape supérieure. Il y avait Qutbuddin al-Razi, qui est un des élèves de Sa'd-Din Taftazani, je pense qu'il est aussi un grand homme. Euh, et Qutbuddin al-Razi, qui est appelé Qutbuddin al-Tahtani aussi, qui a un commentaire sur Risale al-Shamsiya, qui a aussi un commentaire sur Tawali' ou Matali'.
c'est des écrits logiques d'une très très grande densité en fait. Aussi on a Sharif Al-Jurjani, Saad-Din Taftazani, Saad-Din Tosi, etc. Tous ces gens-là, ils ont contribué, et d'autres, c'est que des noms qu'on cite, mais qui ont contribué au développement de la logique arabo-musulmane. Et chacun de ces noms qu'on a cités, il a son propre écrit. Taftazani, il a écrit à Tahdib un livre, c'est une partie d'un livre, la première partie d'un livre où il parle de Tahdib al-Mantiq, où il parle de la logique. Ce livre-là, il a été repris, il a été commenté, que ce soit par des sunnites, par des chiites. Sur ces commentaires, il y a eu énormément de gloses et de commentaires, que ce soit chez les sunnites, chez les chiites. Et c'est c'est un livre aussi majestueux. Sharif al-Jorjani, qui est aussi un grand théologien, etc. Il a des écrits aussi. Nusayr al-Din Tosi, qui a fait le منطق منطق التجريد. Il a écrit son propre son propre résumé de la logique, qui a été expliqué par d'autres savants chiites, etc., commenté, et ainsi de suite. Donc, c'était comme ça la manière de l'étude de la logique arabo-musulmane. Donc, on a dit qu'il y avait des innovations, qu'il y avait une autonomie. Cette discipline, elle est devenue une discipline autonome, qui n'a plus comme référence la simple parole d'Aristote ou de n'importe qui, mais qui a des mouvements, qui a des écoles à l'intérieur de cette logique. On a le منطق الإشراقيين, la logique des péripapéticiens, la logique comment on appelle, des sublimanistes, si cette traduction passe, ou bien les Shraqiyoun, les disciples de Sahrawardi et certains mouvements qui ont rapport avec Ibn al-Arabi, qui sont allés vers le mélange entre le sophisme musulman, la quête spirituelle chez les musulmans, et la philosophie, ce qui s'appelle l'ishraq, l'illumination. Donc il y a une logique illuminative, si on peut dire ça aussi, qui est représentée par Sahrawardi et par Damad, Mohamed Baqir Damad, un chiite aussi, qui a des théories bizarres, mais bref. Il y a aussi, on avait cité Ibn Hazm, qui a aussi étudié la logique. Il y a le Ghazali, Imam Ghazali, qui avait aussi étudié la logique, qu'il a
qu'il a même défendu, qu'il a dit celui qui n'étudie pas la logique, on ne peut pas lui faire confiance, on ne peut pas avoir confiance dans ses propos. Mais les bases scolaires, quand, quand on étudie, on va plutôt avoir les deux grands pôles de ou bien les trois grands pôles. On a la parole de Sheikh Ibn Sina, Sheikh Raïs, on a la parole de l'imam, la parole de Fakhruddin Razi, parfois la parole des mutakallimin. Ça peut être, ils peuvent être d'accord, mais de toute façon, c'est eux qui expliquent la logique. La majorité de mutakallimin, c'est eux qui expliquent la logique. Taftazani, c'est un grand mutakallim ash'arite. Fakhruddin Razi, c'est un grand ash'arite. Sharif al-Jurjani, c'est un grand ash'arite, etc., etc. Euh, les noms à citer, on restera jusqu'à demain. Même les lettres et les, les résumés, les épîtres, les commentaires, à les nommer, faire une bibliographie de tout ce qui a été écrit en termes de logique chez les arabo-musulmans, en arabe, en perse, en ourdou, même en hindi, c'est phénoménal. Et cette discipline s'est affichée de façon naturelle et talentueuse dans la société scientifique musulmane. Donc la logique est devenue un modèle ou une sorte de médiateur des sciences chez les arabo-musulmans, parce qu'elle est rentrée dans plusieurs sciences, que ce soit pour les définitions, les argumentations, etc. Et puis il y a eu on va dire, par exemple, il y a eu la en fin de compte, ils ont condensé tout ce savoir logique dans des résumés, des livres que parfois il devient un petit peu compliqué à lire. C'est pour ça que il y a des étapes à progresser, commencer par un livre plus simple et puis monter dans un système hiérarchique comme dans toutes les sciences. Tu peux pas commencer les maths par étudier les théories de maths abstrait ou de l'algèbre, je ne sais pas quoi. Non, tu commences par connaître le chiffre, la division, les calculs simples, les multiplications, les chiffres positifs et négatifs, les ensembles, etc. Puis petit à petit, jusqu'à arriver à un certain point, tu peux vraiment entrer dans des trucs qui soient plus abstraits que ça. La logique, c'est pareil. Le système, il était comme dans tous les systèmes éducatifs. On commence par le plus simple. Et même si des fois dans la simplicité des choses, il y a des erreurs, c'est pas grave. Ces erreurs, ils vont être corrigées dans une étape plus tard, parce qu'on ne peut pas expliquer à un novice quelque chose qui
parce qu'il n'a pas les outils de la comprendre. Alors il faut déjà le mener à avoir ces outils, renforcer ses capacités, lui donner ses outils, et puis après, il va bien comprendre que, en fait, cette chose, oui, elle était fausse, et voilà la fausseté. Et des fois, il y a même dans certains manuels qui sont connus, même chez les arabo-musulmans, il y a certains manuels qui sont étudiés à cause de leurs nombreuses fautes. Parce qu'il y a eu plusieurs fautes que celui qui les a rédigées, il a malheureusement, intentionnellement ou pas, qu'il a fait. Ce qui a fait sensation, et les gens l'ont critiqué, il y a eu beaucoup de commentaires dessus, et il a eu du succès malgré les grosses fautes qu'il a commises. Bon, ça, en question de logique, ça n'existe pas, autant que je sache. Certes, il y a beaucoup de critiques, pourquoi il a choisi tel terme, et pourquoi il a choisi telle définition, etc. Et pourquoi si, pourquoi ça. Mais en général, la manière, elle est plutôt stricte, et ça demande beaucoup d'attention, et, euh, et beaucoup euh, d'ouverture d'esprit. La logique, bon, parce qu'en fait, quand on parle de l'esprit humain, quand on parle de la pensée, on rentre dans quelque chose d'abstrait. Alors quand on commence à faire de l'abstraction, le fait, tout le monde ne peut pas y concéder. Tout le monde ne peut pas y arriver. Et même, des fois, ça dépend même de l'âge. Quelqu'un de 15 ans, même de 10 ans, il ne peut pas comprendre quelque chose d'abstrait. Par exemple, je vais expliquer quelque chose dans les maths pour que ça soit plus clair pour tout le monde. Tu ne peux pas expliquer à un enfant normal, on ne parle pas des génies, etc. Mais un enfant normal, il peut pas comprendre la, il peut pas comprendre la théorie la théorie des ensembles, et comment on appelle ça, les les racines carrées de certains ensembles. Déjà, les ensembles en eux-mêmes, ce sont que des spéculations, c'est des notions spéculatives, ce sont des, euh, 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 des notions très très vagues. Comment j'ai dit, j'ai oublié le mot, abstrait. Et alors, à cet abstrait, on va faire cette chose qui est vraiment, qui est abstraite, hypothétique, et en même temps, on va lui faire une racine carrée, et ça va nous donner un certain, je ne sais pas quoi. Un enfant de 14 ans, tu lui parles en chinois. Tu lui fais rentrer un code dans sa tête qui ne correspond pas au code source de sa machine à ce moment-là.
C'est ainsi pour la logique. Il y a certaines personnes qui peuvent pas comprendre la logique à 20 ans, à 40, à 30 ans. Ils peuvent la comprendre à 40. Euh, Par exemple, votre serviteur, votre, j'ai, il y a des notions logiques que je n'ai pu tenir l'idée ou le début de compréhension que en dépassant la quarantaine. Avant cela, je voyais ce que ça veut dire à peu près, mais j'étais pas, j'ai- j'ai- j'étais pas sûr j'étais pas convaincu, j'étais pas sûr. C'était juste un mot, juste des choses que j'avais appris, sans plus, sans rien. Après les 40 ans, là, j'ai compris. Cette chose, elle est devenue évidente pour moi, d'une manière, parce que j'ai, je commençais à faire des abstractions d'une manière plus vaste. Et à ce moment-là, j'ai pu comprendre, oui, pourquoi on avait dit ça et pourquoi on n'avait pas dit ça. Et j'ai compris pourquoi je comprenais pas et pourquoi maintenant je comprends cette chose-là. Et ainsi de suite. Et ça, c'est dans tous les domaines philosophiques ou théologiques, etc. C'est des domaines, même dans les maths, c'est des domaines où l'abstraction, elle est monnaie courante. Et il faut pas mélanger mélanger l'abstraction et le matériel, etc. Après, on va rentrer dans des ambiguïtés pas possibles. Donc, c'est ainsi que se termine cette introduction générale. Et je crois qu'à la fin, je suis un petit peu sorti du sujet. Et j'espère que ça vous a plu. Et n'oubliez pas de commenter, de laisser vos commentaires, vos avis, euh, vos critiques, pourquoi pas. Euh, et prochainement, on va faire une autre présentation. Et cette fois, ça sera euh, le, une entrée dans la matière. Euh, on va faire les présentations comme le veut la la pratique logique orientale. Et comme j'ai dit, j'espère que ça vous a plu. N'oubliez pas de liker, de vous abonner si ça vous a plu et de euh, faire des commentaires, comme j'ai dit. Et à la prochaine et bisous bisous.